Ferrari à Monza, c'est toujours quelque chose de particulier. Le cheval cabré et ses pilotes sont toujours accueillis en héros par les tifosi au temple de la vitesse et un bon résultat à Monza, ça signifie beaucoup. Regardons donc dans les rétros pour voir les exploits ou non de Ferrari à Monza en F1. Bonne vidéo. Ferrari a donc vu le jour en 1947 après la Seconde Guerre mondiale. Mais il faut savoir qu'avant la guerre, Enzo Ferrari était un préparateur pour Alfa Romeo. Et au début des années 30, ce sont les Italiens qui dominent le sport automobile et le Grand Prix d'Italie se tient déjà à Monza. Ainsi, Ferrari décroche sa toute première victoire à Monza en 1931 avec Tazio Nuvolari et Giuseppe Campari. C'était une course d'endurance pour le Grand Prix d'Italie. Et si ces voitures étaient préparées par Ferrari, par la Scuderia Ferrari, le nom de l'équipe c'était Alfa Corse. Alors, c'était pas encore ce qu'on appelait la Formule 1. La Formule 1, le nom Formule 1 est arrivé après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est clairement dans la lignée directe. En gros, le championnat d'Europe des pilotes a repris après la Seconde Guerre mondiale et les réglementations techniques de Formule A ont pris le nom de Formule 1. Mais ça j'en parlerai, parce que c'est intéressant, mais pas maintenant, on continue. Avançons un petit peu pour trouver la toute première victoire 100% Ferrari à Monza. C'est en 1949 avec Alberto Ascari, c'est même un doublé avec Villorisi à seulement 4 dixièmes du vainqueur. Alberto Ascari était un très grand pilote et c'est lui qui apporte les premières victoires à Ferrari à Monza en championnat du monde de F1. Et on en a parlé il y a pas longtemps avec le vrai ou faux sur Ferrari, c'était en 51 et 52. C'est d'ailleurs un doublé en 51 avec Gonzalez. 2 victoires Ferrari après une deuxième place en 1950. Et malgré un deuxième titre pour Ascari en 53, Ferrari va devoir attendre pour s'imposer de nouveau à Monza. L'histoire est même terrible pour Ascari à Monza avec Ferrari. Quelques jours après être tombé dans le port de Monaco, Alberto se croit invincible et se tue dans l'avant-dernière courbe du tracé de Monza en testant un proto du cheval cabré. Aujourd'hui, ce virage s'appelle la chicane Ascari. En 1953 d'ailleurs, 7 Ferrari sont engagés, mais Fangio sur Maserati les prive de la victoire. L'Argentin s'impose devant 4 Ferrari. L'année suivante, c'est Hawthorne qui échoue derrière l'Argentin et en 55, sur la version allongée avec l'anneau de vitesse, Ferrari est toujours sur le podium mais pas sur la plus haute marche. Castellotti termine 3ème. En revanche, l'histoire de 1956 est bien connue. Le Grand Prix d'Italie est le Grand Prix qui clôture la saison de Formule 1, la saison du championnat du monde de Formule 1. Et 3 pilotes jouent le titre. Sterling Moss sur Maserati et les 2 pilotes Ferrari, Peter Collins et Juan Manuel Fangio. L'Argentin est en bonne position de gagner le titre, mais à la mi-course, sa voiture casse. C'est alors que son équipier Collins lui cède sa voiture pour permettre à l'Argentin de remporter le titre. Jour de gloire pour Ferrari à Monza, mais pas de victoire. Bon, même histoire pour Ferrari les années suivantes, ils sont sur le podium mais ils ne gagnent pas. 2ème en 57, 2ème et 3ème en 58 et à nouveau 2ème en 59. C'est alors qu'on bascule dans les années 60. Après les éditions de 55 et 56, le tracé de Monza pour le Grand Prix d'Italie se voit à nouveau doté de son anneau. Après plusieurs années de disette, Ferrari retrouve enfin la victoire à domicile. Phil Hill s'impose en 1960 devant 2 autres Ferrari, c'est historique. Richie Ginter est 2ème devant le Belge Willy Meres. En revanche, en 1961, c'est beaucoup plus funeste. 2 pilotes Ferrari jouent le titre, l'américain Phil Hill et l'allemand Wolfgang von Trips. 2 personnages opposés. Phil est un touche-à-tout qui aime mettre les mains dans le cambouis tandis que Wolfgang von Trips incarne un certain standing. Un savoir-vivre et une classe à l'allemande. C'est pourquoi Enzo Ferrari le préfère à Phil Hill. Il préfère un pilote qui sait garder sa place, qui sait avoir une bonne tenue plutôt qu'un pilote qui va toucher à ses voitures. Non, le pilote il est là pour piloter d'après Enzo Ferrari. Et malgré 2 caractères bien différents, ces 2 pilotes s'apprécient beaucoup. Ce Grand Prix d'Italie 1961 est l'avant-dernière manche de la saison et le titre est donc en jeu. Von Trips prend la pole position mais se rate un petit peu au départ. C'est alors que dans le 2ème tour, à l'approche de la Parabolica, l'Allemand s'accroche avec Jim Clark et fonce dans le talus. C'est le drame. Von Trips est mort ainsi que 14 autres spectateurs. Phil Hill remporte la course et le titre de façon très funeste. Il vient de perdre un ami. C'était sa dernière victoire en F1. En 1962, pour la première fois de l'histoire du championnat du monde de Formule 1 à Monza,
Ferrari n'est pas sur le podium. Et même chose en 1963. Ouais, c'est une période un petit peu plus compliquée. En 63, les deux pilotes ont abandonné, Lorenzo Bandini et John Surtees, un affront qu'il faut s'empresser de corriger. Et le triple champion du monde de vitesse moto va y arriver l'année suivante. Année de son sacre, et quelle façon pour le Britannique de remporter la course avec plus d'1 minute d'avance sur le deuxième McLaren. Cette victoire le replace dans la lutte pour le titre. Mais en 65, c'est Bandini qui se retrouve relégué à plus d'1 minute du vainqueur. Lorenzo est 4e. En 1966, il se passe des choses qui ne se sont plus reproduites depuis. Mike Parkes, pilote Ferrari, prend sa seule pole position en carrière, mais c'est son équipier, l'Italien Ludovico Scarfiotti, qui s'empare rapidement de la tête, prenant son seul meilleur tour en carrière ainsi que sa seule victoire en F1. Il est aujourd'hui le dernier Italien à s'être imposé au Grand Prix d'Italie. Puis après 66, Ferrari s'effondre. Les garagistes anglais prennent le pouvoir et la Scuderia ne peut plus rien faire. Et ce, même si la force de Ferrari est le moteur, c'est dire. Seule une 3e place en 68 de Jackie Hicks est à relever. Mais après la pluie, le beau temps. Quoique, parce qu'avec Ferrari, quand même, souvent ça arrive qu'après la pluie, il y a encore plus de pluie. Et après encore plus de pluie, il peut même encore avoir plus de pluie. Mais voilà, après la pluie, le beau temps. J'ai bégayé, mais on s'en fout. Allez, on passe à la suite. Les années 70 à Monza commencent bien pour Ferrari, avec d'entrée de jeu la première victoire du nouveau pilote, le Suisse Claire Regazzoni, qui devient le héros de tout un pays. Une victoire qui fait oublier les nombreux déboires de Ferrari. C'est l'effet Monza. Malgré tout, ce week-end n'est pas 100% joyeux car durant les essais libres, Jochen Rindt a été victime d'un terrible accident qui lui a coûté la vie. Bon, cette victoire de 1970 est un petit peu une anomalie dans cette période parce que Ferrari replonge rapidement. Hors du coup en 71, 72 et 73. Aucune arrivée dans les points. Il faut attendre 1974 pour voir les rouges se réveiller. Niki Lauda décroche la pole position et mène la course devant son équipier Regazzoni. Ferrari ne se dirige pas seulement vers la victoire, mais vers un doublé. Mais au 33e tour, Lauda est victime d'une fuite d'eau sur sa Ferrari et au 41e, c'est une fuite d'huile qui touche Regazzoni. Grosse désillusion pour Ferrari et surtout pour les tifosi qui s'impatientent. Heureusement, Ferrari leur offre la totale en 75. Pole position de Niki Lauda, victoire de Claire Regazzoni, 3e place pour Niki Lauda avec le meilleur tour et surtout les titres pilote et constructeur pour Ferrari. Le tout devant des milliers de tifosi complètement hystériques. Bon, en 76, ce n'est pas une victoire, mais une 4e place tout aussi historique. En effet, le Grand Prix d'Italie 76 est celui du retour de Niki Lauda après son accident du Nürburgring. L'Autrichien, encore couvert de pansements, réalise un très beau week-end malgré les doutes et la peur. Il termine 4e et fait même oublier la 2e position de Regazzoni. En revanche, 1977 est plus anonyme malgré la 2e place de l'Autrichien. Mais Niki Lauda gagne en 78, mais malheureusement pas pour Ferrari. L'Autrichien n'est plus avec la Scuderia, mais avec Brabham. Reutemann est cependant 3e pour les rouges. 1979 a des allures de 1975. Les Ferrari 312 T4 de Gilles Villeneuve et Julie Scheckter sont montrés extrêmement véloces durant toute la saison et ils arrivent à Monza comme les favoris. De plus, le titre est plus que probable. Villeneuve s'est montré plus spectaculaire que son équipier sud-africain, mais Scheckter, bien que très critiqué durant ses jeunes années pour son manque de peur, s'est bien transformé. Très efficace, il est favorisé par Ferrari à Monza. La Scuderia passe la consigne à Villeneuve de ne pas attaquer son équipier. Les deux rouges prennent rapidement les commandes et réalisent le doublé en plus de sécuriser les 2 titres mondiaux. Ce qui déclenche des émeutes sitôt le drapeau à damier est franchi. Jody, congratulations. How does it feel to be world champion? I don't think I really realize at the moment how it feels. I think when I wake up tomorrow, I'm going to realize that what's happening in the next day. But at the moment, it hasn't really hit me. Il faut dire qu'après 1979, c'est plus compliqué pour Ferrari à Monza. Entre 79 et 96, quand Schumacher arrive, il n'y a qu'une seule victoire. Ouais, une période difficile, mais où Ferrari est quelquefois passé tout proche de la victoire. En 1982, Ferrari était tout proche avec le retour de Mario Andretti pour remplacer Pironi blessé. L'Américain réalise l'exploit de prendre la pole position, mais achevait sa course 3e derrière son équipier Tambay et le vainqueur René Arnoux. Bon. Vu qu'Arnoux s'était brouillé avec Renault et que son transfert chez Ferrari pour 83 n'était plus qu'un secret de polichinelle, les mauvaises langues disaient qu'il s'agissait d'un triplé Ferrari. Et les tifosi ont salué René comme s'il faisait déjà partie de la maison. Malheureusement, Arnoux échoue à la 2e position en 83, mais a tout de même reçu les louanges des spectateurs. En 84, c'est l'Italien Alboreto qui termine premier perdant. Et comme à chaque fois, invasion de la piste par les spectateurs et des carabinieri réquisitionnés.
Vive le Grand Prix d'Italie. En 86, Alboreto était en bonne forme mais s'est craché. Johansson offrira la 3ème position à Ferrari en guise de compensation. En revanche en 87, comme en 85, pas de podium. Puis vient 1988. Parce qu'après 87, c'est 88. Le commendatore Enzo Ferrari décède dans sa maison à Modène. Cette saison est outrageusement dominée par les McLaren de Senna et Prost qui se partagent les 11 premières victoires de la saison. Et ils sont bien partis pour remporter une 12e victoire d'affilée. Mais il faut croire que la chance était avec Ferrari ce week-end. Au 34e tour, alors deuxième, Prost casse son moteur. Puis à 2 tours du but, c'est Ayrton Senna qui s'accroche avec Jean-Louis Schlesser en lui prenant un tour. Miracle pour les tifosi, Gerhard Berger et Michele Alboreto se retrouvent premier et deuxième. Ce doublé est ô combien symbolique et célébré comme il se doit par les tifosi, avec la formule habituelle, cris, chants, drapeaux, Fratelli d'Italia et envahissement de la piste et bousculade avec les carabinieri. On ne se refait pas, mais malgré tout c'était particulier. Le vainqueur Berger est effrayé par l'engouement de sa victoire et est protégé par des gardes du corps. Il dédie cette victoire historique à Enzo. Berger termine 2e en 89 et pareil pour Prost en 90. Puis arrive un certain Jean Alesi, transcendé par le public italien qui le chérit à la hauteur de la passion que porte le français pour Ferrari. Mais jamais Jean sera chanceux ici. Accrochage au départ en 91 et victime d'un problème de pompe à essence en 92 alors qu'un podium était envisageable. En 1993, on l'a vu, il prend une belle 2e place. Mais en 94, Jeannot prend sa première pole position en carrière et réalise un excellent début de course. Jusqu'à son arrêt au stand où la boîte de vitesse du français refuse de continuer. Mais il reste Berger qui hérite des commandes de l'épreuve. Mais l'Autrichien ne peut résister au retour de Damon Hill et achève son Grand Prix 2e. Mais rien ne vaut la mésaventure de 95. Pas de pole position pour Ferrari, mais un début de course solide. Puis avec des faits de course et un bon rythme, Berger prend la tête, imité par Jean Alesi qui lui empoigne le pas. Les deux Ferrari se retrouvent alors 1er et 2e au 30e tour. Alesi devant Berger. C'est alors qu'au 33e tour, c'est la caméra embarquée de l'aileron arrière d'Alesi qui lâche et vient briser la suspension de Berger. C'est improbable, mais Alesi est encore devant. Jusqu'à quelques kilomètres de l'arrivée où le Français sent une faiblesse sur son train arrière. En effet, le roulement de sa roue arrière droite s'est grippé. Alesi regagne les stands et abandonne. Terrible désillusion pour Ferrari et Jean Alesi qui vivait son dernier Grand Prix d'Italie en rouge. Débarque alors Schumacher. Michael Schumacher rejoint les Rouges en 1996. S'il a un avant-goût de ce qu'est roulé avec une Ferrari en Italie lors du Grand Prix de Saint-Marin à Imola, Monza est un cran au-dessus. Jean Alesi prend sa 2e et dernière pole position en carrière avec sa Benetton et mène une partie de la course avant d'être dépassé par Schumacher qui, dès sa première tentative, décroche une victoire à Monza avec Ferrari. Michael est acclamé tel un prophète par les tifosi qui attendaient une victoire depuis 8 ans. Seulement 6e en 97, Schumacher se ressaisit en 98. Alors à la lutte contre Mika Häkkinen et McLaren pour le titre, l'Allemand réalise une course impressionnante avec une bataille mémorable contre le Finlandais. Cette victoire signifie beaucoup et il s'impose une 2e fois. Par contre, en 99, Schumacher n'est pas présent puisqu'encore blessé de son accident de Silverstone. En revanche, son remplaçant Mika Salo décroche une honorable 3e position. Et l'édition de 2000 entre dans la légende. Schumacher et Häkkinen sont encore dans la lutte pour le titre, la bataille du 3e sacre. Après 2 défaites cuisantes en Hongrie et Belgique pour Schumacher, l'Allemand compte bien se rattraper et prendre l'avantage. Sur un circuit de Monza où la première chicane a été redessinée, Schumacher prend la pole position devant Barrichello. Malheureusement, le Brésilien est impliqué dans le carambolage de la 2e chicane avec Coulthard, Frentzen, Trulli et De La Rosa. Malheureusement, durant cet accident, un pompier de 33 ans nommé Paolo Gheslimberti a été touché par une roue et y a laissé la vie. Durant toute la course, Schumacher résiste à Häkkinen et s'impose. La foule est en délire et Schumacher manque de faucher quelques tifosi en rentrant en stand. La pression d'un titre en rouge, la joie de revenir sur le devant de la scène, la mort d'un commissaire et surtout, le fait d'égaler son idole Ayrton Senna avec 41 victoires atteignent le très contrôlé allemand en conférence de presse. Ces larmes feront le tour du monde. En 2001, Ferrari ne peut lutter contre le surpuissant moteur BMW de Williams, mais ces dernières rentrent malgré tout dans l'histoire pour leur livrer dépourvu de sponsors avec le nez noir en signe de deuil. 5 jours seulement après le 11 septembre. En 2002, en revanche, tout est plus joyeux pour Ferrari et une fois n'est pas coutume, c'est Rubens Barrichello qui s'impose. Doublé Ferrari avec un certain Eddie Irvine 3e. Les tifosi sont comblés. En 2003, Schumacher est intouchable et réalise le hat-trick. Pole position, victoire et meilleur tour en course. Puis en 2004, c'est un remake de 2002. Dans des conditions délicates, Rubens Barrichello s'impose devant son équipier Schumacher. 3 victoires de suite pour Ferrari à Monza.
C'est énorme. S'ajoute à ça les victoires à Imola. Les tifosi sont comblés. 2005 est plus difficile avec une Scuderia en retrait. Schumacher n'est que 10e. En revanche, en 2006, ça va mieux. Schumacher met la pression à Fernando Alonso et Renault. L'Allemand est en forme et se trouve à 12 points de l'Espagnol en tête. Mais ce week-end est particulier, il se passe quelque chose en coulisses. Alonso abandonne et Schumacher réalise une course excellente pour s'imposer une 5e et dernière fois à Monza. Le tout devant Kimi Raikkonen et Robert Kubica. Et en conférence de presse, l'Allemand annonce sa retraite. C'est la fin d'une ère. Raikkonen succède à Schumacher mais doit s'incliner contre les McLaren en 2007. En 2008, la pluie redistribue les cartes et Ferrari perd au change. En revanche, pour la seule fois de l'histoire de la F1, un moteur Ferrari triomphe ailleurs que dans une Ferrari. Vettel offre la victoire à Toro Rosso. En 2009, Raikkonen est accueilli en héros sur la 3e marche du podium, tandis que le vainqueur Barrichello sur Brown est acclamé comme s'il portait encore la tunique rouge. Puis les tifosi se remettent à espérer en 2010 avec Fernando Alonso. L'Espagnol prend la pole position, la victoire et le meilleur tour pour sa première en rouge. On pense alors que la Scuderia est repartie dans une dynamique victorieuse à Monza, mais non. Alonso ne gagne qu'une seule fois en rouge au temple des tifosi. Mais il termine sur le podium pour les 3 éditions suivantes, toujours accueilli en héros. Puis vient la réglementation hybride où Ferrari perd de la puissance. Rien en 2014, mais en 2015, c'est Vettel qui goûte aux joies d'un podium en rouge. Cela motive l'Allemand qui veut plus que jamais remporter une victoire à Monza avec Ferrari. 3e en 2016 et en 2017, l'Allemand n'y parvient pas. En 2018, il part même en tête à queue au premier tour. Un cauchemar. Heureusement, Raikkonen est bien en place. Partant depuis la pole position, Papy Kimi, jamais victorieux à Monza, semble plus que jamais en passe de s'imposer. Mais Hamilton prive les tifosi d'une victoire Ferrari. Raikkonen termine 2e et est une nouvelle fois accueilli tel un dieu sur le podium. C'est alors qu'arrive un nouvel espoir, il s'appelle Charles Leclerc. Très rapide, mais également poissard, le monégasque est très populaire et découvre l'ivresse d'être pilote Ferrari à Monza. Poleman le samedi, il résiste à Hamilton en jouant sur la limite le dimanche. Alors que son équipier Vettel est en perdition absolue, Leclerc réalise l'un de ses rêves les plus chers, gagner à Monza avec une Ferrari. Sa 2e victoire en carrière, un moment inoubliable sur le podium devant l'iconique marée humaine. Il s'agit de la 20e à ce jour dernière victoire de Ferrari à Monza en F1. En 2020, la Scuderia pouvait s'estimer heureuse que le Grand Prix se tienne à huis clos. Avec une voiture qui n'avance pas, les 2 pilotes abandonnent. Vettel sur problème de frein et Leclerc sur une violente sortie de piste à la Parabolica. En 2021, Leclerc échoue à la 4e position. En 2022, il y a eu de l'espoir avec un début de saison magnifique, mais vu comment s'est passée la suite, il fallait être raisonnable en arrivant en Italie. Arborant une livrée spéciale, Leclerc a tout de même réussi à terminer 2e du Grand Prix d'Italie. Est-ce que la 21e arrivera ce week-end? Alors, sans fait de course qui ralentirait ou ferait abandonner les Red Bull, ce sera difficile, même si la Ferrari a malgré tout un bon moteur. Du coup, je pense qu'il faudra être placé, ne pas faire d'erreur et espérer avoir un petit peu de chance. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Je vous ai mis quelques liens en description, soyez curieux, mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Ferrari. À la prochaine. Regardez, dans toutes les miniatures que j'ai, derrière moi là, il y a, bon ça c'est Leclerc 2022, on a Raikkonen, oui Raikkonen 2007, on a Lauda 2000, oui, Lauda 1977 et Mario Andretti ou Patrick Tambay de 82. Toutes ces voitures, aucune de ces voitures n'a gagné Monza, mais elles ont toutes fini sur le podium. Je me suis dit ça pendant que je tournais la vidéo. 2e, oui, 2e en 2022, 2e en... Non, 3, il a fini 2e ou 3e Raikkonen en 2007, je sais plus. Je crois qu'il finit 2. Lauda 117, 2e. Et Mario Andretti, 3e et Tambay 2e en 82. Quoi. C'est fou, hein. J'ai pas de Ferrari qui a gagné Monza. Est-ce que j'ai des voitures qui ont gagné Monza? Oui, mais j'ai la Brabham de Lauda en 78. Incroyable. Bref. J'ai bien aimé bosser là-dessus. Après, c'est très particulier à Ferrari. Il n'y a pas d'autre constructeur qui peut se tarrer d'avoir un tel événement pour soi. C'est particulier. Puis après, Ferrari à Monza, quoi, c'est toujours particulier. S'ils gagnent, c'est toujours la folie. S'ils sont sur le podium, c'est la folie. C'est la folie du jeudi au dimanche soir. Bref, bon Grand Prix d'Italie. Et des bisous.